Dans la traumatologie des membres inférieurs, maintenant nous allons nous intéresser à la partie distale, fracture de la diaphyse, tibia péroné, puis la cheville et le pied. Les fractures de jambes. Bon, fractures essentiellement, on s'intéresse essentiellement aux fractures du tibia. Les fractures isolées du péroné lors d'un traumatisme direct sont souvent peu importantes lorsque ça arrive au niveau de la diaphyse. En fait, le poids du corps passe au niveau du tibia et non pas du péroné. Le tibia, c'est un os assez superficiel, donc exposé au traumatisme, traumatisme direct par contusion, traumatisme indirect, chute d'une échelle avec la jambe qui reste coincée entre deux barreaux, traumatisme sportif. Toujours la même chose, examen clinique qui guide la demande des radiographies, jambes de face et de profil en prenant les articulations sus et sous-jacentes, radio pulmonaire s'il y a besoin pour l'anesthésie. Quelles sont les complications possibles de ces fractures de jambes? Complication initiale, ouverture cutanée. C'est un os superficiel, donc le risque d'ouverture est là important. Lésion vasculo-nerveuse, là également, il y a vaisseaux et nerfs qui passent tout autour. Ces complications, cutanées ou vasculo-nerveuses, nécessitent une intervention d'urgence afin de réduire et stabiliser la fracture et de réparer les éventuelles lésions associées. Complications secondaires, ouverture cutanée secondaire dans le cas de contusion de la peau lors du traumatisme initial, qui va faire que cette peau contuse, abîmée, va se nécroser, va créer une sorte d'escarre, et cet escarre tombant va entraîner une ouverture du foyer de fracture. Donc, attention, il faut s'en méfier. Si le malade n'a pas été opéré, il faut absolument vite le stabiliser. L'embolie graisseuse, nous l'avons vu au niveau de la diaphyse du fémur, elle est moins fréquente au niveau de la jambe, au niveau des fractures du tibia, mais elle peut survenir. Le syndrome d'éloge. Alors le syndrome d'éloge, c'est quelque chose de tout à fait particulier que l'on peut voir dans différentes topographies de fractures, mais qu'on voit souvent dans les traumatismes au niveau de la jambe. C'est un peu l'équivalent du syndrome de Volkmann que l'on a décrit au niveau du membre supérieur. C'est l'élévation pathologique de la pression des tissus musculaires dans un compartiment donné, donc qui entraîne une souffrance musculaire mais également nerveuse et qui peut arriver à tenir une nécrose tissulaire et qu'il faut savoir lever rapidement. Il y a des signes qui doivent attirer l'attention, douleur. Alors vous allez me dire, mais la douleur, elle est fréquente à ce niveau-là. Oui, mais c'est une douleur qui est augmentée par la surélévation du membre. On dit toujours, le patient doit avoir la jambe surélevée pour diminuer l'œdème. Et bien là, en règle générale, ça doit diminuer sa douleur. Là, ça l'augmente. Le déficit de la sensibilité dans le territoire en distal, soit en externe, soit en interne, c'est un signe important. Par contre, le déficit moteur, c'est-à-dire la diminution de la mobilité au niveau du pied, est un signe plus tardif et qu'on ne doit pas attendre. Ce syndrome d'éloge que l'on voit dans des fractures non opérées, mais également dans des fractures opérées ou immobilisées, est une urgence. Il y a un moyen simple de le savoir s'il y a véritablement un syndrome d'éloge, c'est la prise de pression dans les différents compartiments de la jambe, donc en antéro-externe, en antéro-interne, en postérieur. Il y a des appareils qui permettent de mesurer cette pression dans les loges musculaires et si elle est au-dessus de 30 mm de mercure, a priori, il y a une hyperpression et il faut ouvrir les aponevroses qui entourent la zone musculaire abîmée pour permettre une diminution de cette pression et diminuer donc la pression et le retentissement au niveau des muscles et des nerfs.
Donc on ouvre l'aponévrose et on ne referme pas cette aponévrose, on referme juste la peau et parfois même on ne la referme pas initialement, on la referme en secondaire. Quelques exemples de fractures de jambes. Voilà une belle fracture de la diaphyse, tibia et péroné. Quelques traitements, plaques, clous, fixateurs externes dans le cas de fracture ouverte, des choses qu'on a déjà vues à différents endroits. Vous noterez que sur la radiographie où il y a la plaque, au-dessus, il y avait une prothèse totale du genou, ce n'est pas un clou qui stabilisait autre chose. Passons aux fractures du coup de pied, fracture de la cheville. Donc là, on se retrouve à la partie basse de la jambe, au niveau de ce que l'on appelle la mortaise tibio-astragalienne. Cette articulation de cheville, c'est un montage, la mortaise, c'est un montage de menuiserie. Donc là, on retrouve l'utilité du péroné, parce que tout à l'heure, on a dit le péroné au niveau de la diaphyse, même s'il est cassé, on s'en fiche. Là, par contre, il sert à la mortaise et il en fait partie intégrante. Donc, on décrit classiquement les fractures bimalléolaires, où la malléole externe et la malléole interne sont brisées, des fractures du pilon tibial, où là, il s'agit d'une fracture plus importante de toute la partie basse du tibia. Chute, circonstances lors de chutes, lors d'accidents de la voie publique, classique, pieds et chevilles bloqués entre deux pédales dans une voiture, sport, etc. Voilà, un exemple de fracture bimalléolaire et d'une fracture du pilon tibial. Ce sont des fractures au niveau du coup de pied. Là, on voit sur ce schéma les différents mécanismes. Alors, le tibia, c'est le gros bâton, le péroné, c'est le petit bâton. À la partie basse, c'est la mortaise. Mouvement d'adduction, d'abduction, mouvement de torsion. Savoir que les deux os sont maintenus, tibia et péroné, sont maintenus au niveau bas par des ligaments péronéotibiaux antérieurs et postérieurs, et que ces ligaments peuvent se rompre en même temps que les os se fracturent. Le diagnostic, souvent c'est assez typique, radiologie, cheville, plus la jambe, pour aller voir s'il n'y a pas une fracture un peu plus haut. Il faut savoir que dans les fractures bimalléolaires, il y a en règle générale un recul de l'astragale vers l'arrière, et il faut savoir réduire cette luxation rapidement. Ce n'est pas forcément très douloureux, il faut le faire au niveau des urgences pour que cette luxation ne perdure pas. Il faut l'immobiliser dans une attelle parce que le risque, c'est l'ouverture, c'est le risque de toute luxation sur le retentissement articulaire d'une articulation qui est déjà abîmée puisqu'il y a une fracture qui est associée. Donc, réduction rapide de la luxation postérieure et immobilisation pour permettre de travailler secondairement dans de bonnes conditions. Les complications, l'ouverture, la partie des complications initiales la plus importante. Secondairement, les risques de thrombose, voire d'embolie. C'est valable en fait pour toutes les zones fracturées du membre inférieur. Les risques de phlébite sont importants. Les risques d'infection, un risque secondaire d'infection, souvent c'est ou une fracture ouverte ou une fracture que l'on a ouverte de façon chirurgicale et qui s'est infectée. Plus tardivement, risque de retard de consolidation, voire de pseudarthrose. On parle de pseudarthrose au-delà de la fin du 6e mois après la fracture, en dehors d'un autre traumatisme. Risque de calvicieux. Là, des calvicieux par des réductions incomplètes et qui peuvent entraîner une arthrose au niveau de la tibio-tarsienne. Le traitement, chez les enfants, on essaye de réduire la fracture, de la maintenir dans un appareil plâtré ou en résine. Chez l'adulte, il faut s'attacher à la qualité de la réduction. Alors, quels sont ces modes de traitement? Le traitement orthopédique,
c'est l'immobilisation dans une résine cruropédieuse, c'est-à-dire cruro qui arrive au niveau de la partie haute de cuisse et qui va jusqu'au niveau de la base des orteils. Cette immobilisation était peut-être précédée d'une réduction s'il y avait un déplacement important. Les modes de traitement chirurgical, des plaques, des clous plus ou moins verrouillés, des broches, enfin fixateur externe pour les fractures ouvertes. Quelques exemples, des vis au niveau du péroné, au niveau du tibia, des plaques, plus des vis isolées et un fixateur externe. Quelques exemples de calvicieux. Là, on voit bien que la fracture a consolidé, mais le pied ne fonctionne pas. Quand on regarde le pied, la cheville part en arrière, on voit bien que c'est plus du carrossage Gordini, c'est vraiment à l'inverse, et ça, c'est très mal toléré. Et on peut aboutir à une destruction de l'articulation qui nécessite que l'on fasse une arthrodèse, c'est-à-dire un blocage de cette articulation, blocage chirurgical en avivant les extrémités, en fixant, qui permet de diminuer les douleurs, de réaxer le membre et permettre une marche qui est relativement bien utilisée malgré ce blocage articulaire. Passons aux fractures de l'astragale. Alors l'astragale ne s'appelle plus l'astragale, mais il s'appelle le talus, vieux terme venu du romain. Les Grecs, eux, parlaient d'astragalus. C'est un os charnière entre la jambe et le pied. C'est l'os c'est le tenon du montage par tenon et mortaise. C'est l'os qui se trouve juste sous le tibia, dont les berges latérales s'articulent d'une part avec le tibia et en dehors avec la malléole externe du péroné. Ce sont des fractures rares, ce sont des fractures qui sont graves par leurs séquelles de nécrose, de mortification de l'os et d'arthrose au niveau de la cheville. Le diagnostic, c'est un diagnostic radiographique et plus encore un diagnostic de scanner parce qu'on a souvent des fractures parcellaires que l'on ne voit pas bien sur la radio. Là, on l'aperçoit, mais il est évident que le scanner, lui, va donner une image plus précise, va préciser surtout les éventuels déplacements et guider les gestes thérapeutiques initiaux ou ultérieurs. Le traitement, dans les fractures du col de l'astragale, on a souvent des déplacements importants, il va falloir les stabiliser, comme on voit ici, par une grande vis, ce qui ne met pas à l'abri de problèmes ultérieurs, en particulier de nécrose osseuse. Dans les fractures parcellaires, là, on sera plus circonspect. Souvent, il s'agit d'un traitement orthopédique qui permet de stabiliser la cheville, puis de reprendre la rééducation. Mais on peut être amené au stade de séquelles à intervenir également sur ces fractures parcellaires. Un étage en dessous, l'os du talon, le calcanéum. Alors lui, c'est un os qui a pour fonction à la fois de soutenir le squelette, l'ensemble du corps, et de le transmettre sa fonction au niveau du sol. Et en particulier, plus le sol est inégal, plus son mouvement de roulis sous l'astragale est important. Donc, c'est des fractures qui se font lors de chutes souvent d'un lieu élevé, donc risque d'association à d'autres fractures étagées. C'est une fracture au niveau de l'arrière-pied qui est assez fréquente et de traitement chirurgical délicat, donc par là même avec un risque de séquelles graves, en particulier d'arthrose de l'arrière-pied. Le diagnostic, avant le traitement, il faut faire le diagnostic, radiographie, la cheville pas trop de face, mais plutôt de profil, et une incidence, ce qu'on appellera l'incidence de face du calcanéum, qui est rétrotibiale, c'est-à-dire que l'on voit par un défilé en arrière du pied la grande longueur du calcanéum. Surtout, on utilise à l'heure actuelle, outre les radiographies,
l'examen scanner, qui va nous permettre d'apprécier l'ensemble des traits de fracture, l'enfoncement de la zone articulaire entre le calcanéum et l'astragale, et qui va permettre donc de guider les choix et les tactiques opératoires. Le scanner, on voit là, on apprécie de façon plus précise les traits et les déplacements. En particulier l'enfoncement de ce qu'on appelle le thalamus, qui est source de séquelles, d'arthrose au niveau de l'arrière-pied. Le traitement, quels sont les traitements des fractures du calcanéum? Traitement fonctionnel, c'est immobilisation pas tellement dans un plâtre, on utilise de moins en moins les bottes de type graphin, qui étaient une sorte de botte qui permettait une reprise de l'appui alors que le talon était lui dans le vide. Plutôt des traitements fonctionnels lorsqu'il s'agit d'une fracture peu ou pas déplacée, lorsque l'articulation n'est pas en cause, ou lorsque les patients présentent une contre-indication de par leur état général ou local. Le traitement chirurgical, c'est la réduction et l'ostéosynthèse par vis, par plaque. On peut également utiliser des sortes de broches permettant de relever le calcanéum pour le fixer en bonne position. Et ça peut être dans des fracas importants du calcanéum, une arthrodèse sous-astragalienne, c'est-à-dire entre le calcanéum et l'astragale qui est au-dessus, pour permettre de garder un arrière-pied et une possibilité d'appuyer sur cet arrière-pied convenable. Voilà. C'est une chirurgie difficile, avec des risques importants, en particulier lorsque l'on utilise des plaques à face externe, comme cela, des risques de nécrose de la peau après la chirurgie. Alors, on a des montages, vous voyez, c'est plus des broches, hein, c'est une pelote d'épingle. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des efforts fournis pour réduire et stabiliser ces fractures. Les séquelles, on les a déjà évoquées, l'arthrose sous-astragalienne entre astragale et calcanéum, et la perte de hauteur du pied, on le voit bien sur la radio du bas, où l'arrière-pied s'est finalement écrasé, effondré, et qui donne des troubles au niveau de la marche. Encore heureux s'ils ne font pas trop mal. Alors au niveau du pied, on va parler des fractures des métatarsiens. On ne parlera pas de toutes les fractures, j'ai choisi 2-3 exemples. Les fractures des métatarsiens sont relativement fréquentes, souvent un choc direct, un écrasement, on voit ça lors des accidents de travail. Plus rarement des torsions au niveau de l'avant-pied. Il faut toujours rechercher des lésions associées au niveau du tarse, donc un peu plus en arrière, voire des luxations entre le tarse et les métatarses. Le traitement, s'il n'y a pas de déplacement, simple immobilisation ou plutôt une mise en décharge, parce qu'il n'est pas facile souvent de mettre un plâtre à ce niveau-là. S'il y a un déplacement important, il faut les réduire et on les stabilise souvent par vis ou plutôt par broche. Quelques exemples pour rappeler au niveau des métatarsiens qu'une fracture dite de fatigue est souvent à l'origine de douleurs, pas toujours visualisables sur les radiographies initiales, utilité d'un examen isotopique, et que l'on voit secondairement lorsqu'il y a un cal osseux, comme dans le cas présent, qui s'est formé. Donc fracture de fatigue qu'on retrouve chez les joggers, chez les danseurs. Voilà, scintigraphie, diagnostic souvent tardif. C'est des gens sportifs qui viennent parce qu'ils ont mal au niveau du pied. Au niveau des fractures du métatarsien, on va individualiser la fracture de la base du 5e métatarsien. Parce que c'est une fracture qui est fréquente et c'est une fracture à côté de laquelle on peut très facilement passer en se contentant du diagnostic d'entorse de la cheville.
S'il correspond à l'arrachement du muscle, du tendon du court péronnier latéral, au niveau de cette base du 5e métatarsien, dans le cadre d'une torsion, d'un mouvement de varus de l'arrière-pied, il faut savoir, dans le contexte, bien apprécier la topographie de la douleur qui ne se trouve pas au niveau du ligament latéral externe de la cheville, mais à la base du 5e, et savoir demander une radiographie de la cheville, mais qui visualise également cette base du 5e métatarsien. Le traitement est le plus souvent orthopédique, par immobilisation dans une botte plâtrée ou en résine. Exceptionnellement, on est amené à fixer des fractures très déplacées par des broches ou une vis. Voilà. Pour dire qu'au niveau du membre inférieur, si on veut continuer à participer à la course, on a intérêt à avoir des traitements de qualité qui permettent, après une réadaptation, de pouvoir poser le pied au sol tout en courant. Merci beaucoup.